J'ai eu beaucoup de trahisons, mais vraiment beaucoup. Je m'en rappelle de tout. Je m'en rappelle du drap, même du détail sur le drap avec lequel mon frère cache l'arme. Je me rappelle des bruits, il y a des images, les corps sont étendus. Jean-Michel Caram est un bagarreur. J'étais un très grand bagarreur. Et ben ça, c'est une vraie nouvelle. Le chiffre d'affaires de Yeva, 43,4 millions sur l'année dernière. Dans la guerre, ça a failli me coûter ma vie plusieurs fois. J'avais le calage sur ma tête. Là, on s'approche à des zones très dangereuses. Vous vouliez en finir. Si t'es là, fais-moi signe. Il y a un moment dans la soirée, je parle d'elle, je me tourne. Quel sujet vous pourriez esquiver? Je sais pas. Ça, c'est nul de pouvoir répondre à cette question. C'est que je suis nul en esquive, là. Salut à tous, c'est Fiona et bienvenue dans Les Petits Papiers, votre rendez-vous Gossip Room, dans lequel, vous le savez, on parle vrai, sincère et avec le cœur. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Gossip Room, ou alors, pour les teams audio, écoutez-nous sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Mon associé du jour, vous allez voir, c'est un ingénieur de formation, c'est un basketteur de passion et c'est un investisseur de talent. Il a écouté des centaines de pitchs, il a levé des millions d'euros et surtout, il est toujours tiré à 4 épingles. Pourquoi ? Parce que selon lui, les choix vestimentaires sont un outil de différenciation et surtout de séduction. Alors aujourd'hui, je ne vous offre pas 10% de mon capital sympathie, mais 100% de mon interview avec Jean-Michel Caram. Merci pour cette introduction, Fiona. C'est mérité. C'est top. Comment allez-vous ? Très, très bien. Ça me fait très plaisir. Moi, ça va très bien. Je suis ravie de vous recevoir. Moi aussi. J'ai toujours un peu de stress quand je reçois des invités qui ne sont pas dans mon domaine professionnel, dans lesquels j'ai forcément peu de connaissances, moins de connaissances que vous. Alors, on va d'abord parler de la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Votre livre, La réussite est en vous. Vous racontez votre histoire, vous racontez votre parcours. Pourquoi avoir fait ce livre ? En fait, c'est un livre que j'aurais pu faire à 32 ans. Ok. Après la première introduction en bourse de Memscap, beaucoup d'éditeurs sont venus me voir. Et j'ai toujours poussé, en fait. J'ai toujours dit non, je ne suis pas mort encore, j'ai pas de temps. J'ai créé toutes les inventions pour ne pas le faire. Parce que je savais que ça allait être dur pour moi de faire ce livre. Ok. C'est un livre que j'ai fait avec beaucoup de sincérité et de générosité. Et un livre, je le savais, c'est pas comme un podcast. Non. Un podcast, on a 1 heure, il y a des thèmes, même s'ils sont très touchants, on peut rester dans l'enveloppe et pas trop. Or, un livre, il faut transporter le lecteur. Donc, il faut donner énormément de détails. Et donc, les odeurs, les machins. Et il y a certaines histoires dans ce livre que j'avais en fait mis un sparadrap dessus, j'ai couvert, c'est des ouvertures qui ne se fermeront jamais en fait, mais que j'ai appris à vivre avec. Là, il fallait revenir dans l'histoire, revenir à fermer les yeux et revivre tous ces moments-là pour pouvoir les écrire et les transporter au lecteur. Et c'était en fait pour cela que je ne l'ai jamais fait avant. Mais là, c'était le temps. C'était le bon moment. Je savais que c'était le temps. Vous racontez complètement, aussi bien sur votre parcours, votre vie personnelle que familiale, que pas trop sentimentale d'ailleurs, mais que professionnelle. Je fais attention là-dessus. Qu'est-ce qui a été le plus dur à écrire pour vous ? Quel a été le plongeon le plus difficile à faire ? Si on livre 2 fois, on va voir que dans la deuxième fois, il y a un parcours initiatique. Il y a naissance, armement, bataille, victoire, chute, résurrection. Et ce qui était dur, c'est il y a un chapitre qui parle du massacre de ma famille, qui est quelque chose qui est très marquant, quelque chose que j'ai vécu et j'avais 7 ans. Revivre ça, c'était très très dur parce que ce qui s'est passé a effacé tout ce qu'il y a dans mon cerveau en dessous de 10 ans. Vous le dites d'ailleurs. Vous le dites et ça m'a marqué. C'est pour ça que j'allais vous poser la question. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir. Rien. Un trou béant, comme si les images, les sons, les odeurs avaient été effacés. En fait, quand j'étais gamin, enfin,
et j'ai grandi, etc. Il y a plein de gens qui me racontent des histoires de leur enfance et tout. Et moi, je me disais, mais ils sont impressionnants, en fait, ces gens. Comment ils se rappellent. Mais en fait, plus je rencontre des gens, plus ils connaissent Mais des oui. choses sur leur enfance. En fait, il paraît qu'il n'y a que moi qui se rappelle de rien de son Et enfance. vous ne l'expliquez pas. Et ben maintenant, je sais que c'était quelque chose qui est lié à ça. Je pense que le cerveau a subi un tel trauma qu'il a effacé tout ce qui est autour. Pourtant, cette nuit-là, je me rappelle de tout. Je me rappelle du drap, même du détail sur le drap avec lequel mon frère cache l'arme, etc. Je me rappelle des bruits, et je me rappelle il y a des images quand les corps sont étendus, etc. Donc, ça a effacé tout. C'est une sorte de protection, je pense, que le cerveau fait. Donc, bon, ça, c'est un moment très dur dans le livre. Il y a un autre moment qui est le chapitre 12, hein, qui est le moment le plus dur, parce que là c'était, j'y vais à des limites qui auraient pu être irréversibles. Et ma question allait venir d'ailleurs, et elle est avant qu'on commence vraiment le concept, du coup je vais vous la poser maintenant. J'imagine que vous faites référence à votre frère Georges qui vous a sauvé la vie. Ouais, il a sauvé. En fait, il se rendait pas compte. Racontez-nous faisait, ce chapitre de votre vie. Au début 2024, j'ai connu une très grosse dépression, on va dire. Mais c'est une dépression qui est particulière parce que, d'une part, elle est bâtie sur beaucoup de déceptions des humains, d'ordre général. Et donc, il y a le côté négatif, mais il y a le côté aussi, qu'est-ce qui me reste à faire dans ce monde, en fait? C'est ça que vous dites. Moi, j'ai beaucoup vécu, en fait. J'ai vraiment beaucoup vécu. J'ai énormément pris plaisir de manière excessive en tout. J'ai rien laissé de tout ce qu'un homme peut aimer sur Terre que j'ai pas vu et que j'ai pas fait. Et à un moment donné, je me suis dit, il reste quoi en fait? Il reste rien. Je commençais à m'ennuyer vraiment. Je faisais des super réussites professionnelles qui procuraient plus de joie à mes équipes qu'à moi en fait. Parce que moi, une fois que j'ai terminé, je passais à autre chose et ça me... Il n'y avait plus de plaisir à réussir. Non, il n'y avait rien en fait. Et il y avait d'un côté, après les gens peuvent se dire, bon bah allez, je vais aller voyager sur Terre. Vous connaissez, moi j'ai voyagé déjà sur Terre. Bon, on va aller découvrir tous les tables étoilées. J'ai fait des courses de tables étoilées. Donc, je me tournais en rond en fait. Et mon frère Georges, on parle toujours de maman, etc. Et maman aimait beaucoup la lune quand elle est pleine. Et elle m'appelait toujours, j'étais un gamin, elle m'appelait. Et elle est décédée. Johnny, viens. Et parce qu'en fait, les gens m'appellent Jean-Michel, mais moi, je m'appelle Jean. Ils ne m'appellent pas Jean-Michel. Et donc, je sortais et la lune au Liban, quand elle est pleine, on dirait qu'elle est ici, en fait. Elle est énorme. Et Fayrouz, on a des chansons pour Fayrouz. Il y a une chanson très connue qui dit « Nahna ul Amar Jiran ». Ça veut dire « Nous et la lune, nous sommes des voisins. Sa maison est derrière nos collines. » C'est très, très beau. Et donc, ma mère meurt. Un soir de pleine lune. Un soir de pleine lune. Georges entend cette chanson le même soir. Et quand je descends avec Georges, on parle de ça. Georges me dit, mais est-ce que tu parles... toute ma famille était inquiète sur moi, en fait. Et il me dit, mais est-ce que tu parles à maman, machin et tout? Et je lui dis, mais non, je ne parle pas à maman. Moi, je prie pour maman, mais pour que Dieu veille sur elle, en fait. Pas pour prier pour elle, enfin, ou parler avec elle. Il me dit, moi, je parle avec elle. Georges est un autre entrepreneur, il est comment, il a coté sa boîte à New York, etc. Et puis ça m'a travaillé la tête, et moi, c'est mon aîné aussi, donc il a 8 ans de plus que moi, donc je regarde, je dis, tu vois, bon. Et je pars pour courir ce week-end, et je m'arrête à ma chapelle, là où je m'arrête tout le temps quand je cours, pour un peu me reposer. Et là, je prie, et je dis à la fin, écoute maman, je pense là, c'est le moment. Vous vouliez en finir. Et je lui ai dit, écoute, de toute manière, si tu dois faire quelque chose, je ne sais pas si tu existes ou pas, mais si tu existes et tu dois faire quelque chose, c'est le moment. Parce que on s'approche à des zones très dangereuses. Et en fait, moi, je sais manier les armes, hein, donc je ne m'arrêterai pas. Hein. Si je veux faire quelque chose, je sais faire. Hein. Ce ne sera pas une tentative. Et je lui ai dit, si tu es là, fais-moi signe, à la fin. Et je descends.
J'arrive chez moi. Chez moi, il y a un parc et de ma chambre, il y a une vitre, enfin, il y a plein de vitres dans la maison et qui permet de voir tout le parc, en fait. Et je me suis dit, bon, d'habitude, à une heure précise, tout se ferme, l'alarme se met en route et tout le bazar. Et là, j'ai dit, bon, allez, je vais le bloquer. Comme ça, je regarde un peu le parc. Donc, je le bloque. Et il y a un moment dans la soirée, on ne peut pas voir le ciel, en fait. On peut voir qu'un bout, comme ça. Et je parle d'elle, je me tourne, et la lune plein dans ce trou, comme ça, ronde. Je monte à Paris une semaine après, je dînais avec Absatou. Elle était face à l'église Saint-Eustache dans un restaurant où on voit le truc. Je l'ai mis en face à la vue. Et puis elle me dit, mais Jean, tu sais, il faut faire crever l'abcès avec ta mère. Tu as jamais, je suis très inquiète, machin. Et je lui raconte donc toute l'histoire. Et je lui dis, tu te rends compte, j'ai vu la lune le même soir quand je lui ai dit, fais-moi signe. Et là, elle blanchit devant moi, vraiment. Absa est noire. Hein. Elle blanchit. Et elle me dit, tourne. Et là, je tourne derrière, au-dessus de l'église Saint-Eustache. Paris était nuage total. Les nuages s'ouvrent. Au-dessus, il y a la lune comme ça ouverte. Et, Vous voulez un verre d'eau? Et en fait, je me rends compte que depuis ce moment-là, qu'elle est présente. Elle a été très présente à mes côtés là, quand j'ai fait l'IPO et que c'était dur. Et depuis ce moment dans la chapelle où j'ai dit si t'es là, fais-moi signe. Depuis, je la sens en fait. Et elle vous lâche pas? Je la sens. Vraiment, elle est là. Merci Jean-Michel déjà pour ce moment, ce passage émouvant. Je vous propose qu'on commence vraiment l'émission, parce que tout ça, ça sera coupé au montage, on va rien garder. Donc on commence avec l'émission réelle. Sur le petit papier, j'ai inscrit des questions. Ouais. Du coup, Jean-Michel, vous piochez comme vous voulez, au hasard, mais une seule règle, c'est qu'on est obligé de faire et de lire et de répondre à toutes les questions violettes avant la fin de cette interview. Bon, on va commencer avec les violettes alors. Vous êtes joueur. Ça, c'est sûr. Alors, vous dites on quitte son pays quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus aucune raison de se battre, c'est vrai. Est-ce le seul moment de votre vie où vous avez estimé ne plus avoir de raison de vous battre? J'ai l'impression que vous êtes un battant, que vous êtes un concurrent. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est comme ça que je me définis. Je suis un combattant, mais je suis un combattant du bien. Avant, je disais, je suis un chevalier du Christ. Ouais. Et c'est quelque chose qui caractérise toute ma vie. Et j'ai deux valeurs principales. C'est la liberté et la justice. Et si on me demande de choisir entre les deux, je choisirais la liberté. Et vous vous sentez libre aujourd'hui? Très libre, toujours. J'ai toujours été libre. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir libre? J'ai toujours été libre. J'ai vécu... En fait, libre, ça veut dire vivre avec ses convictions. C'est peut-être... la réussite que j'ai eue m'a apporté certaines choses. Certaines libertés. La chose principale qu'elle a nourrie, c'est ma liberté. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui va dire exactement ce qu'il y a dans sa tête. Mais exactement. Il y a une caméra, il n'y a pas de caméra, il y a des gens, il y a un impact, il y a tout. Je m'en fous. Dans la guerre, ça a failli me coûter ma vie plusieurs fois parce que même... Je raconte cette histoire où j'avais le calage sur ma tête. Hein, et il a dit, il paraît que tu dis qu'on est des cons. Et je lui ai dit, je n'ai pas trouvé un mot qui vous caractérise mieux. Et il était fou, le mec. J'allais vous dire, il paraît que c'est pas tellement le fond de ce qu'on dit qui est important, c'est plutôt la forme. Mais là, dans ce cadre-là... Ouais, non. Mais moi, en fait, en plus, je ne mens pas, en fait. Moi, je suis très fort dans l'esquive. Si je veux esquiver quelque chose, je suis même maître dans l'art. mais mentir, jamais. Je ne mens pas. C'est bien. De toute façon, la vérité nous rattrape toujours, je crois. Oui, parce que ça dépend. Mais ah bah dites-nous, expliquez-nous. Mais en tout état de cause, je ne mens pas. Si on me coince, moi, je vais esquiver. Si c'est quelque chose qui me dérange, je vais esquiver. Mais si on me corner, ils vont avoir la vérité. Qu'est-ce qui peut vous déranger
Quel sujet vous pourriez esquiver? Je sais pas. Ça, c'est nul de pouvoir répondre à cette question. C'est que je suis nul en esquive, là. Et là, je me ramène au plateau pour me faire tailler en biais. Non, mais en fait, je sais pas, honnêtement. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec ses convictions. Que j'ai quitté le Liban quand il y avait plus d'espoir. Quand il y avait de l'espoir, je résistais pour ce pays. Je rêvais d'un Liban souverain, libre, comme moi j'ai été libre. Le jour où j'ai pensé que ce n'est plus le cas, je suis parti. Et cette phrase, je l'ai dit aussi au Sénat, c'est que c'est pas parce que on a des impôts qu'on va quitter le pays. C'est pas parce que. Mais en fait, surtout, ne tuez pas l'espoir. Surtout. Il faut que les gens puissent rêver. C'est hyper important. Si on arrête le rêve, les ambitieux partent en plus des riches et le pays s'effondre. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que la France est un pays dans lequel on rêve? C'est triste. La France, pour moi, c'est un pays qui coule dans mes veines. J'adore la France. Franchement, j'ai plein de copains quand il y a eu les histoires avec la Russie et que le président Macron a parlé qu'on va se battre et je sais pas quoi. Plein de copains qui me disaient premier tir, je suis dans l'avion. Ils sont français de souche. Et moi, si ça arrive, je porte les armes. Je me battrai pour la France. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous pouvez piocher une autre question. Ouais, les rouges. Orange. Quelle place prend dans votre vie Gvema, qui va être mon associé, vous qui étiez sceptique à l'idée de devenir un personnage public? Qu'on raconte rapidement, et vous en parlez aussi dans votre livre à la fin, si je ne dis pas de bêtises, c'est que vous déclinez un premier rendez-vous avec le producteur ou la productrice parce que vous n'êtes pas sûr, parce que ça ne vous intéresse pas. Et puis finalement, un soir, vous regardez Qui va être mon associé et un de vos collaboratrices vous appelle en vous disant faut quand même qu'on aille creuser pour voir ce qui se passe. Alors en fait, ça s'est passé de la manière suivante. Ma directrice de communication, Gaëlle, m'a toujours dit que cette émission est faite pour toi, il faut que tu la fasses, il faut que tu la fasses. Et moi, je lui disais non, parce que pour moi, le pouvoir le plus chic, c'est le pouvoir de l'ombre. Le secret, c'est ce qui me caractérise le maximum. Vous tapez mon nom sur ChatGPT, il ne va rien trouver de tout ce qui est vie privée. Rien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans ça. Et j'ai dit à Gaëlle non, etc. Donc, elle continue, on revient à charbon. Un jour, je lui dis OK. Donc, elle monte un petit déj pour moi et avec la production. Et juste la veille ou un jour plus tôt, je lui dis finalement, j'y vais pas. Et elle m'a dit, mais non, attends, j'ai travaillé sur le truc, tu vas y aller. J'ai dit, bah non, j'y vais pas. Va-toi. Elle m'a dit, mais moi, ils s'en foutent de moi, ils veulent te voir à toi. Et donc, je lui ai dit, j'y vais pas. Mais pourquoi vous avez dit non à la dernière Parce minute? que j'ai eu peur. Je me suis dit, là, ça y est, je vais devenir public. Parce que moi, je sais que quand je vais à un truc, je le réussis. Et c'est quelque chose qui est une très forte conviction. Moi, tu me donnes l'opportunité, elle est au fond. L'échec n'existe pas. J'ai même pas un doute, même pas l'ombre d'un doute. Et donc, je me suis dit, ça y est, demain, je vais réussir. Après-demain, je vais être dans l'émission. Et vraiment l'opposé. Parce que moi, je suis connu dans le monde de la finance, j'étais connu dans la beauté, dans la tech. Mais là, c'est tous les gens dans la rue. Hein. C'est différent, quoi. Et c'est quelque chose que je voulais absolument pas. Vous devenez aujourd'hui, grâce à cette émission, un personnage public médiatique. Oui. Mais là, je peux pas marcher dans la rue sans faire je sais pas combien de photos. À chaque fois que j'y vais, là, on était chez Europe 1, j'ai fait 3 photos en montant. C'est toujours. Je vais au resto, il y a des gens qui viennent. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, au début, pour moi, ça me perturbait beaucoup. Et en fait, Gaëlle quitte chez moi. Elle part à cette époque-là, elle était chez Amazon. Et moi, j'étais dans la période pas bien du tout. Mais vraiment du tout. Et je venais de parler à ma mère et je venais de lui dire, écoute, s'il doit agir, c'est maintenant et tout. Et Gaëlle regarde, elle aime l'émission, donc elle l'a regardée. C'était la saison 4. Et elle m'envoie un message et elle me dit, je regarde la saison 4, ça m'énerve, tu dois être dedans. Regarde, je ne travaille pas chez toi maintenant, donc je ne suis plus biaisé. Je te dis, cette émission est faite pour toi. Et donc, laisse-moi relancer la prod.
alors qu'elle ne travaillait plus pour moi. Non, il n'y avait plus d'intérêt. Oui, elle a plus d'intérêt, elle-même, elle peut s'en foutre, quoi. À la limite. Et moi, vu que j'étais déprimé ce soir-là, je lui mets OK. Et un mois après, parce que le producteur, il me l'a dit, hein, putain, tu nous as snobé l'année dernière. Et en fait, ils ont mis un mois, puis après, ils sont venus vers Gaël et j'ai rencontré le producteur de l'époque. J'ai un ami et c'est super bien passé. Après, j'ai rencontré M6 parce qu'il faut qu'il voit qui est la personne, etc. Mais c'est une sorte de casting, hein, en quelque sorte. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de génie dans cette émission, tout est vrai. Le génie chez eux, c'est de choisir 5 personnes qui vont être sur les fauteuils, qui sont très complémentaires, très différents, qui peuvent créer les moments, les clashs qu'il faut, l'association qu'il faut parfois, etc. Et donc, il ne faut pas prendre les mêmes. C'est quoi, selon vous, votre valeur ajoutée, ce qui a séduit, convaincu et à la fois la boîte de production et à la fois la chaîne? J'ai pas mal de points forts, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui ont réussi. Okay, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont réussi, il y en a plein. À un moment donné, il faut qu'on soit un personnage, qu'on représente quelque chose. Moi, j'ai demandé à l'émission, quand je suis arrivé, je leur ai dit, moi, ma condition, c'est que je veux être qui je suis. On ne me change pas. Parce que moi, je ne suis pas acteur, donc je ne sais pas jouer, donc ça va être naze. Et 2, je voulais que les Français me découvrent tel que je suis. Et moi, je suis un entrepreneur combattant du bien, avec un côté humaniste. Je défends les choses, je défends le fait que nous, les entrepreneurs, nous sommes des hommes d'honneur ou des femmes d'honneur. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Si vous cassez les genoux à quelqu'un par manque d'éthique, il retrouvera un autre moment. Donc finalement, la bienveillance et la gentillesse, ce n'est pas des défauts, c'est des forces. C'est très facile de taper quelqu'un au sol. Moi, quand je me bagarrais, j'étais jeune, quand j'étais au Liban, on était avec certaines cellules des forces libanaises, etc. Jean-Michel Karam est un bagarreur. J'étais un très grand bagarreur. Eh bien ça, c'est une vraie nouvelle. Mais j'étais quelqu'un qui se bagarrait dans les règles. Ça veut dire que j'ai jamais tapé quelqu'un au sol. Jamais. Quand on se bagarrait, dès qu'il tombait, c'est fini. J'arrête. J'avais des copains, il est au sol, il le tape encore plus. Et moi, ça, je ne sais pas faire. Pour moi, c'est trop dur. Déjà, le langage de la force, ce n'est pas un langage dans lequel je crois beaucoup, mais je sais que parfois, il n'y a pas d'autre choix. Mais jamais hors les règles. Et moi, je représente tout ça. Et même, il y a eu un truc qui est fait pour moi avec la saison 5, c'est que si on regarde jusqu'à la saison 4, tout le monde avait le même habit. Oui. Donc, on reste. Ils vous lavent les habits pour le deuxième jour, pour le tournage, etc. Oui, parce que les histoires s'enchaînent, vous, dans votre journée, mais ne sont pas forcément montées de cette manière-là. Tout à fait. Et donc, c'est plus facile de couper et tout ça. Et moi, quand je suis arrivé, ils avaient regardé ma manière de m'habiller et j'avais dit que je vais être moi-même. Et ça fait partie de moi. Donc, c'est à partir de la saison 5 qu'on peut voir que les jurés changent d'habit et changent d'habit à leur façon. Ont leur vraie identité, leur vraie personnalité à mes travers habits, leur c'est style. les miens, c'est pas. Ils ont un regard dessus, c'est que pour que il y ait une harmonie. L'harmonie, qu'il y a des habits qui ont des traits à la caméra qui passent pas, etc. C'est des carreaux, des petits carreaux, des choses comme ça. Mais sinon, c'est tout moi. Et moi, je suis très content parce que la France m'a découvert tel que je suis. Et c'est ce qui a expliqué le capital sympathie que j'ai gagné, qui est énorme. Trop bien. Vous ne regrettez pas, j'imagine? Non, c'est génial. Eh ben, vous pouvez piocher. Ça fait partie de ma vie maintenant. Et en fait, ça fait même partie des choses qui ont fait que je suis remonté en surface. Parce que j'ai découvert un monde nouveau. Et je me suis dit, tiens, Jean, tu n'as pas tout fait. Et tu as beaucoup encore à apprendre. Et moi, en fait, si j'arrête d'apprendre, ça m'étouffe et je sèche, en fait, et je meurs. Alors, si vous étiez ministre de l'économie, vous feriez quoi en premier? Alors, ça, c'est facile.
C'est vrai? Ouais. Ah bah, faites passer une annonce. Plusieurs choses. La première chose, la France, pour la sauver, il faut commencer déjà par un discours de vérité envers les Français, leur dire les vraies choses. Et il faut être exemplaire. Le leadership, c'est pas l'exemplarité. Ça, c'est des règles de base. Maintenant, en France, on peut réformer plein de choses. C'est des petites réformes, ça fera rien et ça fera rien. Par contre, il y a une seule réforme qui peut remettre la France en route fiscalement parce qu'on paye énormément d'impôts. On ne peut pas prendre plus des gens. Non. C'est fini. Puis, donc, il faut utiliser l'argent d'une manière différente et il faut dire on a ce revenu-là et comment on fait avec ces revenus pour être rentable. C'est ça que j'allais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des Français n'ont pas peur de payer d'impôts, n'est pas contre, mais juste, je pense qu'on aimerait savoir tous où va cet argent, comment on l'utilise. Et pas qu'à chaque fois, on paie des impôts comme aucun pays au monde et en parallèle, ils nous disent la dette augmente. Ouais. C'est quand même dingue ce truc. Et en fait, il y a une réforme très structurante en France qui est la réforme de la retraite. J'ai fait une petite recherche dessus, j'ai fait un post là-dessus il y a quelques mois. En fait, la retraite en France, ça a démarré en 1945-46. Les Français vivaient 60 ans, la fécondité était de 3 et on a mis l'âge de la retraite à 65 ans. Donc, quand on vivait 60 et on avait une fécondité de 3. Aujourd'hui, on vit 87 ans, fécondité 1,6 et on va à la retraite moins 60. Ouais. Mais n'importe quel idiot sait que ça ne marche pas. Parce que les gens ils doivent savoir qu'on ne cotise pas. On paie pour ceux qui sont au repos aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de fonds comme dans les autres pays. Et donc, du coup, tant qu'on n'a pas réglé ce problème et on l'a monté à 67 ans, on fera des petites réformettes, mais ça ne marchera pas. Mais du coup, c'est la réforme qui marche. On dit aux Français, voilà, donc c'est 67 ans l'âge de la retraite, pas 64, pas 65, 67, et ça fait comme les autres pays européens. Et cette réforme seule remet la France en route. Vous avez vu le bazar que ça a fait, le conflit que ça a créé quand Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'est pas exemplaire. Parce que le message de vérité est faux. Il faut parler simplement aux gens. Il n'y a aucun Français qui est idiot. On peut lui expliquer les choses et il faut être exemplaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, si j'étais président de la République, je vends l'Élysée. L'avion, il n'y a plus. Je voyage en première classe. Allez. Mais il y a une exemplarité. En fait, si on réduit toutes les dépenses aujourd'hui des ministres, des machins, ça ne va pas changer énormément parce que ça fait 100 millions, 200 millions, 300 millions. Or, nous, on a des trous en milliards. Donc, ce n'est pas ça qui va changer. Mais ça envoie un message très fort en français. C'est qu'on ne vous demande pas de faire des efforts et nous, on vit comme des princes et des rois. Et les gens vont écouter. Voilà, donc il faut être exemplaire et avoir un discours de vérité parce que ce pays est un paradis sur Terre et il ne faut pas le laisser dériver comme ça. Ça fait pleurer, en fait. La politique, ça vous intéresse ? Non. Pas du tout. Non. Faites attention parce que souvent, ces réponses-là, elles sont reprises 5 ans, 10 ans plus tard quand vous êtes à l'Élysée. Hein. Ouais. Non, parce qu'en fait, la réalité, c'est que j'aime beaucoup la France et c'est un pays que j'aurais honneur à servir. Mais je pense que si vous faites des affaires et vous faites de la politique, c'est incompatible. Ça veut dire que le jour où vous voulez faire de la politique, je sors de toutes mes affaires, je vends tout et je ferai que ça. Oui, mais est-ce que c'est pas important et surtout nécessaire et obligatoire d'avoir fait des affaires pour être bon en politique ? C'est le modèle américain, ça veut dire aux États-Unis, on ramène des secrétaires d'État qui sont des spécialistes. Ça veut dire que le ministre de la Défense, c'est un ancien général de l'armée ou c'est un mec qui connaît ce que ça veut dire militaire, quoi. Le ministre de l'économie, c'est un mec qui nous, on n'a pas ça. Nous, vraiment, on n'a pas ça. On cherche des hommes politiques partout. Je pense qu'il faut des hommes politiques à des postes clés. Ça veut dire le Premier ministre doit l'être, le président doit l'être, etc. Mais les postes de ministres ne doivent pas l'être. Et en réalité, les ministres en France, enfin les hommes politiques en France, ils sont d'une part très payés et d'autre part pas très payés. Oui. Et
Et donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on va dans une classe de baccalauréat et on demande à la classe qui veut faire politique, les 10 premiers, personne ne lève la main. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la classe politique française s'appauvrit de talents, parce que ces talents, ils vont faire entrepreneuriat, business, boîte, etc. Médecin, autre chose. Et ça veut dire que faire de la politique, c'est plus quelque chose qui attire, parce qu'on a l'impression, en fait, que c'est pas une vraie fonction et elle n'est pas bien rémunérée. Et vous parliez d'espoir dans votre livre parce que je pense qu'il y a peu d'espoir aujourd'hui. Vrai, faux, j'en sais rien. Il y a peu d'espoir aujourd'hui dans la tête des Français de ce qui va se passer en politique plus tard. Moi, j'ai vécu les années 90 quand la France a gagné la Coupe du Monde, etc. Le business, ça pétillait en fait. Hein. Je montais dans les taxis à Paris, ils étaient tous heureux. Là, aujourd'hui, vous montez dans... Moi, je prends les G7 à Paris, j'ai le club à faire. Mais ils sont déprimés, ils sont à l'article de la mort tous. Les gens, tout le monde dit « Ah, mais on pleure d'aujourd'hui, attendez demain, ça va être pire. » Donc, et ça craint. Ça, c'est vraiment, ça craint et il faut que la classe politique française se réveille, quoi, parce que le pays, on ne peut pas avoir sur papier un pays qui est un des meilleurs du monde si ce n'est pas le meilleur. Ouais. Et en réalité, que les gens soient déprimés dedans, c'est du délire. Oui, puis qu'on est en train de détruire. Allez-y. J'ai compris que la douceur est une force, qu'elle permet d'accomplir de grandes choses. Quelle était la relation avec votre mère? C'est votre maman qui vous a appris, vous le dites dans votre livre, c'est clair, qui vous a appris que la douceur était une force et que surtout ça vous permettrait d'accomplir de grandes choses. Elle n'avait pas tort. Votre maman est partie quand elle avait 48 ans à la suite d'une maladie... l'amylose. Voilà, l'amylose. C'était quoi votre relation avec votre maman quand elle était là? Une relation d'amour. Mes parents, j'ai grandi dans un pays qui était dans le chaos total, mais dans un cocon familial qui était le cocon idéal pour se construire. Un foyer d'amour qui a perduré après elle. C'est vrai que mes parents s'aimaient beaucoup, nous aimaient beaucoup, et du coup, nous, on s'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Et ma mère, c'était une femme, une très belle femme, mais en fait, il y a quelque chose qui me revient toujours sur la douceur. Elle n'a jamais levé la voix. Je n'ai jamais entendu, ni moi, ni mes frères, ni personne, ma mère avoir un décibel plus haut que celui-là, en fait. Et pourtant, jamais. Elle faisait régner le respect. Et elle n'avait pas besoin de gueuler, en fait. Et ma mère, c'était un puits d'amour, en fait. Vraiment sans fin. C'est hallucinant, en fait, vraiment. Si le paradis existe, elle ne doit pas être à l'extérieur, c'est certain. Ce livre lui est dédié. Oui. On va parler dans quelques minutes de l'association aussi que vous avez créée pour votre maman. Mais il y a juste une phrase qui m'a interloquée dans votre livre. « Ma plus grande défaite est de n'avoir pas pu offrir à ma mère une vie meilleure, celle qu'elle méritait tant. » Qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça, c'est un peu le drame de ma vie, le gros échec. Enfin, qu'est-ce que j'ai échoué? C'est ça. Tout le monde pense que j'ai réussi, en fait. Mais comment? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait de votre part? Rien. C'est ce qui me sauve aujourd'hui. C'est que j'étais en course contre le temps pour elle, pour les miens. Je suis arrivé en France en parallèle à mon diplôme d'ingénieur, j'ai fait mon master, donc j'ai regagné un an. Quand je me suis lancé dans le CNRS, j'ai fait mon doctorat en 2 ans et 3 mois plutôt que 5 ans. Donc aussi, j'ai gagné du temps. J'ai créé ma boîte et je la cote en bourse en 2 ans et 8 mois. C'est des records mondiaux de vitesse, en fait. 31 ans, j'étais sur un patrimoine énorme. Et du coup, j'ai tout fait vite, mais pas assez, parce qu'elle est morte avant. Elle est morte avant. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans les meilleurs... quand je vais en vacances à l'île Maurice et que je descends au Royal Palm, etc., et que c'est pour moi un des meilleurs spots du monde ou des endroits comme ça, et
je regarde tout ça et je dis, putain, ma mère ne les a jamais vus. Elle n'a pas pu profiter aujourd'hui de votre réussite pleinement. Non, puis j'aurais pu lui faire tellement de choses. Ma mère a adoré les bijoux. Moi, j'aime les bijoux. Même c'est moi qui dis qu'est-ce qu'il faut dessiner aux bijoutiers. J'adore les bijoux. J'ai lui offert des bijoux parce que elle m'a vu ingénieur, elle m'a pas vu docteur. Et ce que j'ai offert comme bijoux, c'est des petits bijoux. J'aurais pu faire tellement de choses, en fait, tellement. Un petit mot avant qu'on continue sur l'association Leïla. Je pense que c'est important d'en Ouais, parler. l'association Racontez-nous. Leïla, quand je l'ai lancée, c'était uniquement pour les maladies orphelines et rares. On appelle maladies orphelines, c'est les maladies qui n'ont pas de traitement. Qui sont incurables. Voilà, incurables pour le moment. Et rares, c'est parce que ça touche peu de gens. Et ma mère, elle avait rare et orpheline. Donc, bon, ça a fait 6 mois, élimination. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on pourrait faire des choses pour que d'autres enfants ne souffrent pas de ces conneries. Et j'ai commencé donc à financer la recherche là-dedans. Donc, j'avais des thésards qu'on a financé leurs études en entier, leurs thèses de doctorat. Et j'ai fait des post-docs aussi qu'on a payé des voyages dans des pays pour la recherche, pour qu'ils ne soient plus machin. Et on a fait ça pendant longtemps. Et depuis 4-5 ans, Leïla, donc l'association Leïla a changé un peu de scope. On intervient dans beaucoup de domaines et on intervient en particulier autour de la femme, de l'enfant et de la planète qui est notre mère à tous, on va dire. C'est ces angles-là qu'on travaille. Alors, évidemment, la recherche, etc. Donc, on a soutenu le CHU de Grenoble, on a soutenu Force Hémato à Tours, on a soutenu une association qui s'occupe des dents des pauvres, Solidents. On a fait plein de choses dans cet ordre-là. Là, on soutient des choses liées au cancer du sein pour la femme. Est-ce que nous, on peut agir ? On peut agir, oui, on peut tous agir. Alors, est-ce qu'on peut, si on met le lien, est-ce qu'on peut faire un don ? Comment ça se passe ? Il faut aller sur mon site à moi, jeanmichelcaram.com. Qu'on vous affiche et en bas de l'écran. Vous verrez les choses sur Leïla. Eh ben super. On vous met le lien du site de Jean-Michel et puis allez-y, allez faire un tour et comme ça vous verrez les très belles choses qu'il est en train de mettre en place. Allez, une petite question parce que sinon je vais me faire disputer. On va me dire, Fiona, t'es pas allée assez vite ? On va taper que sur les mots là. Hein. Il y a du bleu aussi. Les bleus sont importantes, je crois. Ah ouais. Est-ce que les gens vous reconnaissent dans la vie de tous les jours ? Quel est le rapport à notre vie ? Ah bah, on en a parlé. Ça, je peux vous dire que ma vie a changé. Et c'est quand même dangereux, hein, parce que moi qui aimais être au secret. Et vous regrettez quand même ? Est-ce que c'est une partie que vous pouvez regretter en ayant participé à Qui va être mon associé ? Parce que vous arrivez quand même à protéger votre vie privée. Oui, ma vie privée. En fait, je suis très très fort. Très très fort dans ça. Comment parce vous que faites ? je suis structuré comme ça depuis le début. Depuis le Liban, etc. J'ai grandi, j'étais formé, on me disait, Jean, si on veut te faire du mal, on fera du mal à ceux que tu aimes. Oui. Donc moi, on n'a jamais vu une photo de... Mais comment vous faites si vous partez en vacances avec votre femme, vous avez 2 enfants, si vous partez en vacances en famille, comment vous faites pour être sûr qu'il n'y a pas un paparazzi ou un journaliste qui traîne et qui n'est pas en train de vous prendre en photo ? Ça, qu'il le fasse, il le fait. Je m'en fous. Okay. En fait, honnêtement, je suis connu maintenant, mais je suis aimé. Ça, c'est vraiment... Parce que si on veut être connu, c'est très facile. Hein. Descends dans la rue, je mets 2 claques à une femme, toute la terre va dire l'enfoiré. et tout le monde me connaît et tout le monde me déteste. Donc, être connu, c'est pas compliqué. C'est très facile. Par contre, être connu et aimé, c'est autre chose. Et moi, c'est ce que je suis content d'avoir. Et donc, s'il y a des gens, honnêtement, et puis les gens, ils sont très, très gentils avec moi. Ouais. Très, très gentils. Il n'y a pas des méchants, en fait. Mais ça aussi, vous le dites dans votre livre, c'est que quand on donne de la gentillesse, quand on donne de l'amour, quand on est généreux, ça nous revient forcément. Ça revient, c'est sûr. Si je postule chez vous, comment je fais pour réussir mon entretien ? Comment savez-vous que je suis un bon candidat ? Alors, quand on vient dans mon groupe, on a le cycle de sélection des compétences, ouais. La DRH, et les derniers 5 minutes, c'est avec moi. On avertit les gens, on leur dit l'entretien va être très court. En général, c'est 5 minutes. Il y a très peu de gens avec qui j'ai eu des longs entretiens. Ça, c'est des gens qui sont vraiment
qui vont être en contact avec moi tout le temps. Ceux-là, je passe plus de temps avec eux. Mais en général, tout salarié il passe 5 minutes avec moi et ces 5 minutes, moi, je ne cherche pas ses compétences, je cherche à savoir une chose. Pour répondre à la question, on ne recrute que des gens heureux. Et on essaye de les garder heureux. Mais comment vous arrivez à jauger ça? Ça, c'est facile pour moi. Est-ce que vous pensez que moi, je suis heureuse? Et si je passe avec vous 5 minutes, je le saurai. Mais vous êtes très solaire, donc ça doit le faire. Donc, la qualité essentielle pour faire partie aujourd'hui de votre équipe, c'est d'être heureux. Ouais, c'est essentiel. Je peux vous former sur tout. Et plus le temps passe, plus les hard skills deviennent formables. Par contre, vous apprendre à être heureuse, les Américains disent « hire the lips ». C'est impossible. C'est impossible d'apprendre aux gens, d'aimer la vie, d'être heureux, de se réveiller au matin en venant au travail pour essayer de changer le monde ou faire quelque chose de sympa plutôt qu'un truc alimentaire, de se traîner. Je me rappelle, il y a un type au début de ma carrière qu'on m'a recruté chez Memscap au début. Et la DRH le met à l'entrée. Son bureau était à l'entrée, mais à l'entrée. Tous les jours, quand je passais, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Quand j'arrive, je suis hyper heureux et tout. Et il me dit, j'ai dit bonjour. Putain, le mec, il me tuait. Il m'achevait au matin. Nonchalant. D'entrée. Donc, ça a duré quelques temps. Après, je suis passé chez Véro. Je lui ai dit, tu le mets à la cave, pas là-bas. Je ne veux plus le voir. Et tu as 6 mois pour le virer. Et parce qu'en France, il faut prendre du temps. Pour moi, être heureux, c'est quelque chose de primordial. Je déteste les tristes. C'est vraiment... Oui, et pourtant... Je ne comprends pas pourquoi il faut qu'on soit triste, quoi. Non, mais je crois, en revanche, qu'on est obligé de passer dans notre vie par certaines phases de tristesse pour se rendre compte à quel point on peut être heureux. Ça, c'est les intelligents, c'est pas tout le monde. Ça, si vous avez eu ce cheminement-là, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, quoi. Parce qu'il faut se rendre compte que... Parce qu'il y a des gens qui sont enfoncés et ils s'enfoncent encore plus. Et plus ils s'enfoncent plus ils pleurent sur leur sort et après ils sont aigris. Et non, mais attends, déjà, quels sont tes problèmes? Mais quels sont tes problèmes? Aujourd'hui, tu peux être au sommet du monde et à choper un cancer et tu vas voir, ou pire, que tes enfants aient des problèmes. Et ce n'est pas ces gens-là les plus malheureux. Et en plus, ceux-là, ils sont très combatifs. Et bon, moi, j'ai ma DRH, Véro, c'est une leçon de vie à tout le monde. La femme, elle a subi elle a eu des maladies dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Personne ne savait. Je savais, son mari savait, c'est tout. Même ses enfants, ils ne savaient pas. Et ce n'est pas des rhumes, quoi. Ouais. Donc, elle se battait contre des trucs et les gens, ils la voient, elle est solaire, elle rigole, elle machin. Enfin, on dirait, là, c'est la femme qui a jamais eu le moindre souci. Parfois, moi, quand j'ai un petit problème de santé, rien, ça m'emmerde. Je vais aller chez le dermato pour qu'il m'enlève un truc ou machin. Et je pense à elle, je dis, mais t'exagères quand même. Hein. Ouais. Oui, bah, ça permet de relativiser. Bah oui. Allez-y, Jean-Michel, une autre question. Quelle couleur je prends? Allez, violet. Je prendrai une bleue après. Ok. Quel investisseur de Gvema voyez-vous en dehors des tournages pour des soirées? Je veux savoir qui est le plus festif et le moins festif. Alors, ceux que dans la saison 5, celui que je vois le plus, que j'aime le plus, on va dire, c'est Julian. Et Julian, c'est un gamin. Oui, parce que moi, pourtant, j'ai regardé un peu la saison, mais je ne le connais pas du tout. C'est un gamin. Il a un cœur de gamin, en fait. Il est très généreux, mais vraiment très, très généreux. Très gentil. Voilà, il a fait que la saison 5. Après, on se voit beaucoup maintenant avec Alice. Ok. D'ailleurs, on se voit avec Alice et Julian. Et dans la saison 6, j'ai fait la connaissance de Ariane, oui. Que j'aime beaucoup. Cette femme est très pure, vraiment pure. Elle a fait une très grande réussite. Ça veut dire qu'elle a vendu sa boîte plus de 100 millions de dollars. Hein. C'est vraiment une très belle réussite. Mais elle est très américanisée, on va dire, même si elle s'intéresse beaucoup maintenant à la France, à nouveau. Et c'est une femme pure qui a absolument aucune jalousie en elle. Et je l'aime beaucoup. Donc, elle aime manger comme moi.
Donc, c'est normal, c'est son domaine, elle. Et on a fait pas mal d'étoilés ensemble, qui sont ses amis, en fait, en plus. Bon, moi, j'ai aussi beaucoup d'amis étoilés. Donc, voilà, elle. Après, j'aime bien Jean-Pierre Nadir, j'aime bien Eric, Marc. J'aime beaucoup Marc. Est-ce qu'il y en a un avec lequel, ou une avec laquelle vous ne vous entendez pas du tout? Ou alors il y a zéro atome crochu, ou il n'y a pas de feeling? Non, enfin, j'ai peu de relations avec Anthony. Ok. Peu de relations. Mais je n'ai rien contre lui ou machin. En fait, tout le monde, les relations sont très cordiales. Alors, il faut aussi se mettre dans... je pense que vous l'avez dit, c'est la vraie vie. Ça veut dire qu'on a des affinités avec certains plus que d'autres. Bon, c'est un fait. Mais et puis on est tous des mecs qui ont un peu d'ego, on va dire. Parce que si on ne l'a pas, bah, en fait, on peut pas être leader de base. Et puis on met tous ces gens-là devant des caméras où il y a des millions de téléspectateurs. En même temps, ils investissent leur propre argent. Il y a beaucoup de choses. Et alors, on peut avoir plein d'ambiances. On peut avoir l'ambiance où tout est sympa, on rigole, tout. Ça s'est beaucoup produit cette année sur les émissions Inventeurs. Oui, okay. Les 2 épisodes où c'est bonne ambiance. Vraiment, c'était très bonne ambiance. Et puis, il y a des moments où on est en compétition, ça se tourne, et aucun de nous a envie de perdre. De lâcher. et ça part. Et évidemment, vu qu'on doit se vendre pour que l'autre nous choisisse, bah on sort toute l'artillerie, tout ce qu'on a comme munitions. Et c'est marrant ce jeu, parce que c'est à la base des entrepreneurs qui arrivent avec un projet qui ont envie de vous le vendre, et puis finalement parfois ça se retourne un peu contre vous, et là vous devez quand même donner tout votre argumentaire. Bah oui, c'est ça qui est intéressant, hein. Et au-delà de tout, tout le monde respecte tout le monde. Enfin, en général, on est censé se respecter et connaître que chacun de nous a une certaine valeur, sinon il ne sera pas assis sur son fauteuil. Tout le monde vous avez tous du talent, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes tous complémentaires, donc forcément... Absolument, on est tous différents. Différents. En fait. Dans 10 ans, Yeva, on rappellera presque ce que c'est. Yeva, c'est quoi? Une licorne française, ou vous l'aurez vendue à L'Oréal? Quelle est l'ambition finale? Yeva, c'est un peu la maison mère de tout ce que vous avez construit, dans la beauté. Ça dans la beauté. Yeva, aujourd'hui, c'est le numéro 1 de la beauté personnalisée. C'est une maison de marque, de services et d'expérience activée par l'IA, la tech et la data, et le tout porté par le storytelling, le contenu et les communautés. D'ailleurs, cette phrase-là, c'est ce qui a justifié l'achat de My Little Paris. Du coup, dans Yeva, aujourd'hui, il y a les quoi? gens nous connaissent avec des marques comme Yoma, qui est le pionnier de la personnalisation, qu'on peut trouver chez tous les Marionneaux, etc., ou dans tout ce qu'on fait. Il y a l'Atelier du Sourcil, avec ses 130 boutiques en France, qui est le numéro 1 de la beauté du regard. Il y a My Little Paris, qui est un média expérientiel très puissant, avec 4,5 millions de communautés, une newsletter avec plus de 50% de taux d'ouverture, donc c'est vertigineux. Qui vous appartient depuis peu de temps. Oui, que j'ai acheté à TF1. L'Atelier du Sourcil aussi, je l'ai acheté. Et les box emblématiques, My Little Box, Gambit Box, et My Yeva, qui est l'incarnation du Netflix de la beauté, qui est la mission du groupe, parce que le groupe travaille sur ce qu'on appelle la Beautiful Longevity. Comme j'ai dit à l'émission, moi je veux mourir beau. C'est ça veut dire vieillir sans s'effacer, incarner sa beauté. Moi je suis quelqu'un qui n'a absolument pas peur de la mort, en fait. Rien. La mort m'a côtoyé tellement, je m'en fous. Quand elle arrive, elle est bienvenue. Mais par contre, vieillir, c'est quelque chose qui me terrorise. Vieillir beau et en bonne santé. Donc, du coup, je veux rester beau. Moi, j'aimerais bien être comme je suis, là, et puis à la fin, effet d'avalanche, et je dégage. Et stop. Ça, c'est mon rêve. Et vous dites quand même, vous êtes sûr que dans quelques années, quelques décennies, on dira que mourir à 100 ans, c'est mourir prématurément? Moi, je pense que c'est pour nos enfants actuels. Mourir avant 100 ans sera une mort prématurée. Il y a tellement de choses en Californie qui se passent aujourd'hui sur la longévité
Aujourd'hui, moi, j'ai ramené ce mot dans la beauté. Donc, vous allez voir, le mot anti-âge va disparaître bientôt. En Californie, il y a énormément d'investissements. En fait, je l'ai dit récemment, j'ai dit, imaginez que vous êtes un milliardaire, un gros milliardaire. Donnez 50 millions, c'est quoi? C'est rien. 50 millions pour un milliardaire, c'est même pas les intérêts d'une semaine. C'est pourtant, c'est marrant que vous donniez ce chiffre parce que c'est la fortune, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, c'est la fortune estimée de Yeva. C'est ce que j'ai lu. Yeva, c'est 127 millions. Ah, 127 millions. Ah bah, il Yeva, va falloir changer les infos Internet. Hein. Et Yeva, c'est 127 millions. Elle est cotée en bourse, là. Tout le monde depuis peut récemment. voir, depuis 2 semaines. Et en fait, aujourd'hui, Yeva, dans 10 ans, vous m'avez dit qu'est-ce qu'elle sera? Est-ce qu'elle a une licorne? Certainement. Est-ce que L'Oréal l'achète? Peut-être nous, on achète L'Oréal. Une licorne, c'est quoi qu'on rappelle? Plus d'1 milliard de valo. Que L'Oréal nous achète, non, c'est pas dans les plans. Et que nous, on achète L'Oréal, pourquoi pas. Oh, quelle ambition. Du coup, on parlait de la bourse. Vous êtes rentré avec Yeva en bourse. Ouais, deuxième boîte cotée. Et vous me disiez juste avant qu'on commence cette interview que vous étiez le seul au monde à avoir 2 boîtes cotées en bourse. Ex nihilo. Ça veut dire que je les ai créées et je les ai amenées en bourse. Ça, je suis le seul et Elon Musk le deviendra dans un mois avec SpaceX. Et si on veut un peu, j'aime pas trop ce mot, mais vulgariser cette bourse, ce phénomène, ça correspond à quoi rentrer en bourse? En fait, entrer en bourse, c'est une étape d'une vie d'entreprise. On envoie plusieurs messages. Le premier message, c'est que nous sommes là pour durer. Les boîtes cotées, c'est des boîtes qui restent à travers le temps longtemps. La deuxième chose, c'est qu'on va en bourse pour lever de l'argent. Donc, tout le monde peut investir des actions. Ce qui est génial, dans l'introduction, j'ai amené quelque chose aussi qui est très fort dans l'introduction de Yeva Group. 30% du montant levé a été apporté par des investisseurs particuliers. Ce qui montre la puissance aujourd'hui de ce que je représente. 2500 investisseurs particuliers ont participé à l'opération. Énorme. C'est énorme parce que 2500 likes en dessous d'un post, c'est assez facile. Et à hauteur ça de coûte combien? rien. En fait, la moyenne, il y a des gens qui ont investi. En fait, c'est ça qui est mignon. Il y a des gens qui ont acheté 10 actions. Ça veut dire l'action est à 12 €, donc ils ont mis 100 €. Ouais. Et il y a des gens qui ont investi 100 000 €. Et en tout, si on fait la moyenne, elle est autour de un peu moins de 1 000 €. Et alors, moi, c'est un peu étranger pour moi, ce milieu. Quand on investit sur Yeva, on investit sur quoi? C'est une promesse que vous faites aux gens? Parce que, par exemple, votre première boîte, Memscap, qui est rentrée en bourse, il y a eu une chute quelques temps après. Ouais. Aujourd'hui, les gens qui investissent... Je l'ai remontée. Vous l'avez remontée parce que vous êtes fort et parce qu'il n'y a pas d'échec. Très bonne, là. L'échec n'existe pas. Qu'est-ce que vous promettez aux gens avec Yeva? En fait, quand on arrive en bourse, on a un projet. Ouais. On dit... Voilà, moi, je viens en bourse pour quoi faire? Moi, je ne venais pas en bourse pour lever beaucoup d'argent. Je n'ai pas levé beaucoup d'argent dans l'intro. J'en ai levé un peu, je voulais autour de 7,3 millions. Mais ce n'est rien pour moi. J'ai plus d'argent que ça dans la boîte. Moi, je partais en bourse parce que la bourse me permettait d'accélérer les acquisitions. Yeva Group a acheté 4 boîtes en 5 ans. Je veux aller beaucoup plus vite. Pourquoi ça m'aide à aller plus vite? Parce que la bourse me donne une monnaie d'échange. Ça veut dire aujourd'hui, si je veux acheter... Vous avez une boîte, vous l'achetez, je vous dis, bon voilà, votre boîte vaut 10 millions, je vais l'acheter à 10 millions. Soit je peux vous payer avec 10 millions en cash, soit je peux vous donner des titres dans ma boîte que vous pouvez vendre sur le marché quand vous voulez. Okay. C'est comme du cash, donc ça devient une monnaie d'échange. Et il n'y a pas de discussion quand je vous donne des titres de chez moi sur ma valo, parce que ma valo, elle est en temps réel cotée sur la bourse. Donc, toute la Terre reconnaît la valeur actuelle. Alors, il faut savoir une chose, c'est que et nous, on est allé en bourse pour ça, pour accélérer les acquisitions et intensifier l'internationalisation. Et donc, après, vous pouvez avoir... Yeva Group, aujourd'hui, est un magnifique bateau. Moi, je suis un capitaine expérimenté. Mais vous ne connaissez pas l'océan. Donc, vous pouvez être en plein milieu de l'océan et avoir des ouragans, etc. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez une action... Les actions qui descendent, toutes les actions à la Bourse de Paris descendent dans la période de la guerre. Tous. Bien sûr. Plongent, à part
Memscap et des sociétés comme ça, parce que nous, par exemple, dans Memscap, j'équipe les avions de chasse. Donc, du coup, les investisseurs disent, il y a une partie de défense, donc ça va se développer, donc c'est bien. Mais après, une fois que cette guerre se termine, si les fondamentaux sont bons, si vous avez l'histoire, si vous délivrez sur votre promesse, l'action monte. La bourse, aujourd'hui, elle est devenue très dure. Ça veut dire que dans le temps, elle était tolérante. Ça veut dire que vous arrivez, on va dire que le marché attend à ce que sur ce trimestre-là, vous faites 50 millions ou 25 millions de chiffre d'affaires. Et vous, le consensus est de 25. Si vous arriviez avant à 24, vous avez une journée terrible en bourse parce que vous perdez 10% de la boîte devant vos yeux, etc. Et bon, vous revenez, vous dites, ne vous inquiétez pas, je vais faire les choses mieux pour le prochain trimestre. Bon, et l'action peut remonter et tout. Aujourd'hui, vous avez beau avoir une valorisation de plusieurs milliards, vous avez beau avoir à n'importe quelle taille, si vous ratez sur le consensus du marché, c'est-à-dire ce que attend le marché, des boîtes s'ouvrent à moins 30. Moins 30% en 2 secondes. Donc la bourse, elle devient très violente, très, très, très violente. Mais par contre, c'est la seule manière pour installer une boîte dans la durée, d'une manière... C'est la seule manière, et pourtant, c'est quand même pas la chose la plus évidente, puisque c'est des vraies décisions qui doivent être prises en amont pour oui, voir il faut préparer la boîte, il faut qu'elle soit prête pour la bourse, transparence totale, gouvernance irréprochable, et avoir un plan sur lequel on va pouvoir délivrer. On parlait là à l'instant, parce qu'on a digressé à plusieurs reprises, du chiffre d'affaires de Yeva. 43,4 millions sur l'année dernière. 43,4 millions. Mais vous dites dans votre livre, le chiffre d'affaires n'est que vanité, le profit est la voie de la raison et le cash est roi. Quand on fait quasiment 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a combien de cash flow, d'argent disponible? Avant que je rentre en bourse, j'avais 10,8 millions d'euros de trésorerie. C'est pour cela que je ne voulais pas beaucoup de cash. Et j'ai levé là 7 millions, donc j'ai à peu près 17 millions de cash et j'ai une capacité de lever de l'argent énorme maintenant. Donc là maintenant, je peux lever l'argent que je veux puisque ma boîte est cotée. À la fin du mois, concrètement, la rentabilité. La rentabilité de votre boîte. La rentabilité, c'est pas la trésorerie. Ok, la rentabilité, Yeva Group l'année dernière, elle perdait 1,4 million. Elle ne gagnait pas. C'est la première année où elle va gagner de l'argent, c'est maintenant. Elle a 5 ans la boîte. Donc, on a acheté plein de choses. Il y a des choses qui gagnaient de l'argent, il y a des choses qui perdaient d'argent. On met tout ça ensemble, éliminer les redondances, faire la synergie. C'est un travail vraiment de titan en 5 ans, ce qu'on a fait. Et quand on est allé en bourse, on a dit à la bourse, regardez, nous, on fait plus de 50 millions de dollars, 43,4 millions d'euros. On perd 1,4 million d'EBITDA. L'année prochaine, 2026, l'objectif, l'année prochaine, donc c'est maintenant, c'est de passer dans le vert en renta et après d'aller chercher 16%, 20% de rentabilité derrière. Vous pouvez piocher un petit papier violet parce qu'il faut qu'on les finisse. Vous vous revendiquez féministe. Ça veut dire quoi être féministe à travers la voix d'un homme? Je pense que c'est les seuls féministes possibles, les hommes normalement. Parce qu'être une femme et ne pas défendre les femmes, c'est bizarre. Ça signifie quoi, réellement? Ça veut dire que pour moi, j'ai toujours grandi avec des femmes. Et tout ce que j'ai fait, c'est pour des femmes. Et j'ai vu des femmes faire tout. Il y a plein d'hommes qui disent parfois, ouais, mais c'est pas un métier pour les femmes, etc. Mais qu'est-ce que tu as vu, toi, dans ta vie? Moi, j'avais ma copine au Liban, elle était dans les forces spéciales. Donc, c'était pas une militaire de derrière. C'était une militaire, elle attaquait l'ennemi derrière les lignes. Donc, si la femme peut faire un métier de guerre, et j'ai grandi dans ma chambre, j'avais la photo de Jocelyne Khouairi, en fait, qui est une Libanaise chrétienne qui s'est battue seule avec 2 mecs et qui a tenu tout un front, à l'époque contre les Palestiniens, tout un front, je ne sais pas combien d'heures de bataille. Et ils avaient l'impression que de ce côté, il y avait 1000 hommes, en fait. Et cette femme est devenue derrière la chef de la brigade féminine qui représentait à peu près 3000 femmes dans la guerre. Donc moi, quand j'ai vu ces femmes faire tout ça, les femmes qui tombaient entre les mains de l'ennemi
Et les hommes, que la torture commençait, ils disaient tout. Hein. Et les femmes, elles lâchent rien. Rien. C'est des folles furieuses. Donc, elles ont une relation à la souffrance et à supporter la douleur qu'un homme n'a pas du tout, en fait. Du tout. Donc, en fait, pour moi, c'est étonnant, vraiment, qu'on soit obligé encore de parler de ce sujet. Et je pense que, très sincèrement, le monde professionnel a évolué beaucoup plus vite que le monde social aujourd'hui. Oui. Si on regarde, c'est vrai que 7% des PDG des CAC 40 sont femmes. C'est pas assez. Mais si on regarde quand est-ce que la femme est rentrée dans le monde du travail, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qu'elles ont fait, ces femmes, en si peu de temps, comparé à une hégémonie du masculin depuis la nuit du temps, c'est juste incroyable. Le problème aujourd'hui, il est plus social et sociétal. Ça veut dire que la femme qui va diriger des boîtes et qui va diriger des divisions, etc., quand elle est au travail, quand elle revient chez elle, si elle est mariée, elle redevient femme à l'ancienne. Ça veut dire que quand même le mec travaille dans la maison, c'est tout juste qu'il lui dit je t'aide, quoi. T'as vu comme je suis génial, donc, et moi, je la charge mentale n'est pas la même. Oui, ça veut dire que qui a dit que la maison, c'est uniquement pour elle ou qui a parce dit, que c'est dans des mœurs mais c'est de les génération mœurs. précédente. Ok, mais les mœurs, c'est à l'époque, la femme ne travaillait pas. C'était son travail, en fait. Ma mère, elle a été femme au foyer. Son boulot était son foyer. Elle a super bien réussi. Donc, et quand une femme décide de le faire ou un homme décide de le faire et il le fasse bien, c'est un boulot qui est vraiment très valorisant et très intéressant. La seule chose, c'est que la femme aujourd'hui, elle part au travail, donc elle devient entre guillemets comme l'homme d'avant, mais quand elle revient à la maison, on revient à la femme d'avant. Et ça, c'est ridicule. Donc, il y a encore de progrès au niveau sociétalement, mais être féministe, ça veut dire ne pas faire la différence entre un homme et une femme pour n'importe quel job, qu'on n'ait pas dans ces structures une différence de paie par rapport à une femme et par rapport à un homme. Quand j'entends qu'il y a des structures dans lesquelles une femme est payée moins qu'un homme pour le même boulot, mais c'est ça devrait être interdit. Même bien sûr. Mais c'est quoi ces conneries? Et même moi, chez moi, dans ma structure, on a mis des règles du type que si la femme part en arrêt maternité et que l'homme, en parallèle, son collègue, a une progression, qu'elle, au retour, elle ait la même progression. Alors, c'est peut-être un peu violent parce que le mec qui était là, machin. Oui, mais jusqu'à nouvel ordre, les humains, les garçons ne savent pas faire des enfants. Donc, soit on veut une société qui s'achève, qui n'a plus d'enfants, soit il faut faire des choses un peu excessives dans l'autre sens pour rééquilibrer les choses. C'est ça, être féministe, d'ailleurs. Et vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Jusqu'à présent, l'homme avec un petit H ne sait pas faire d'enfants. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne sera jamais égaux, hommes et femmes, mais ça ne nous empêche pas d'être féministes et de se battre pour une égalité et une parité entre les deux sexes. Oui, on ne sera jamais égaux parce que la femme est au-dessus de l'homme. Après tout ce que vous avez construit, est-ce que ça vous décevrait si vos enfants choisissaient une voie différente de la vôtre? N'écoutez pas. Les enfants, c'est pas un bon podcast pour vous. Vous avez 2 enfants, un garçon et une fille. Ouais, j'ai des jumeaux. À la base, je voulais pas que les gens sachent ça. C'est la seule chose que j'ai lâchée parce que quand j'ai créé Yeva, j'ai donné les initiales de leurs prénoms, Ilan et Eva. Au début, il y avait un côté libanais, on va dire. Mon côté libanais poussait à la performance. Hein. Les Libanais, c'est tu vas travailler, tu vas être le premier de ta classe, tu vas, voilà, c'est jusqu'au bout. Et, mais aujourd'hui, je me dis que je voudrais une chose, je voudrais que mes enfants soient heureux. C'est la seule chose. Sinon, ils ne pourront pas être embauchés chez vous en plus. Allez, je pioche un petit papier. Ah, vous avez un carnet de vengeance avec les noms des gens qui vous ont fait du mal. J'avais. Je l'ai brûlé. Il n'y en a plus? Non, ouais. Pourquoi vous l'avez brûlé enfin? En fait, avant 40 ans, c'était si on me faisait du mal, je faisais 10 fois plus mal. 10 fois. C'est-à-dire que ça ne suffisait pas de répliquer. Vengeance.
Et j'étais pire que Monte Cristo, hein. Mais à un moment donné, j'ai eu beaucoup de trahisons, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et au début, il me trahissait, je le défonçais derrière. Il allait. Je disais, putain, il a un vélo, je suis un camion et il vient face à moi. Bon, bah, tu vas voir ce que ça veut dire un vélo qui est en dessous d'un camion. Euh, et à un moment donné, j'étais un peu plus de 40 ans, 43 ans, quelque chose comme ça. Et je partais courir, toujours à la même chapelle. Mhm. Et je m'arrête. Cette chapelle, finalement, elle a connu des choses. Et je priais, puis je pensais à tout ça, et puis je me suis dit, putain, ils t'ont changé, en fait. Et je me suis dit, je suis devenu comme eux. Je ne pouvais plus dire que j'étais un combattant du bien, parce que vous faisiez pire que... Ouais, parce que je répliquais d'une force, je ne me défendais pas. J'anéantissais tous ceux qui osaient m'attaquer. Donc c'est dur. Et vous en avez terminé avec... Je suis descendu, ce cahier noir, je l'ai jeté, je l'ai brûlé dans ma cheminée. Et j'ai ouvert un autre cahier que j'ai aujourd'hui et que je note dessus les noms des belles personnes que je rencontre. Et je les observe. Donc faites attention. Est-ce que vous êtes Et rancunier je les maintenant? observe pendant longtemps. Et un jour ou l'autre, je fais un truc avec eux. S'ils ne m'ont pas déçu sur leur chemin. C'est marrant. Ouais. Bien. Vous avez pris le contre-pied de ce que vous faisiez au début. Ouais. Il reste une question, Violette Jean-Michel. J'espère qu'elle est intéressante. Hein. C'est un peu la même question qu'on a eue. Quelle place prend dans votre vie Gvema? Ah ben vous non, qui non, étiez sceptique à l'idée de devenir, elle est importante. 2 saisons. Et Ouais. maintenant, en plus, je suis avec Michel Benzeno dans Amplify, puisque je suis l'ambassadeur de Amplify. Donc aujourd'hui, mon système, en fait, il y a mon livre, il y a ma chaîne YouTube Entrepreneur en vol, il y a Skill et l'émission qui va être mon associé, et il y a qui va être mon associé Amplify, qui est la formation avec les bootcamps, avec le SCP, etc. Qu'est-ce que je dois prendre? Quelle couleur? Un papier bleu pour la dernière question. J'ai échoué encore et encore et encore tout au long de ma vie, et c'est pour cela que j'ai réussi. Elle signifie quoi, cette phrase? C'est une phrase qui est dans votre livre. Ouais, je sais. Qui appartient à qui? À Michael Jordan. Ouais. En fait, c'est bien ça, parce que les sportifs savent ça. Les sportifs savent qu'on ne peut pas soulever la coupe si on ne perd pas sur la route. C'est dans les matchs qu'on perd qu'on va se structurer. Puiser. Dans le monde des affaires, moi, j'ai jamais perdu. J'ai jamais perdu des championnats. J'ai gagné mes championnats, tous. Vous avez perdu des matchs. Mais matchs. j'ai perdu beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs. Ce que je dis dans un langage plus guerrier, je viens d'une région au Liban où on met un genou au sol, souvent, jamais les deux. Les deux, on les met que dans nos chapelles quand on prie notre Dieu. Et moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'une fourmi peut facilement se faire écraser par un éléphant, Jean-Michel? Et ça dépend aussi le pied de celui qui le porte là. Ça, c'est une phrase que j'avais dit à Sir Dave Lewis, qui était le président personnel care de Unilever. Quand il a voulu acheter Yoma, je lui ai dit, mais attends, t'es un éléphant, je suis une fourmi, et tu m'invites à danser, tu risques de me marcher dessus et je peux même hurler et tu m'entendrais même pas. Et il m'a regardé, il m'a dit, ne t'inquiète pas, personne de chez Unilever a le droit de te parler à part moi, et personne ne te marcherait. Et après, il vous a dit écris et il m'a dit un chiffre. Ouais. Et je lui ai mis le chiffre, il a accepté. On restera sur le silence de ce chiffre. Merci. 10 fois son chiffre d'affaires. Merci infiniment pour cet entretien, Jean-Michel. C'était un peu plus long que prévu, mais parce que je crois qu'on a passé un bon moment. En tout cas, moi, c'est le cas. Beaucoup. Votre livre est disponible. La réussite est en vous, aux éditions Michel Lafon. Vous racontez votre vie personnelle. Il cartonne en plus. Il cartonne, tant mieux. Voilà, vous racontez votre vie personnelle, familiale,
très peu sentimental, on y reviendra dans un prochain podcast. C'est un autre tome. Et, et professionnel. Merci infiniment. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube ou encore une fois, nous écouter en podcast audio. C'était Les Petits Papiers avec Jean-Michel Caram. Merci, Flo.